En ces heures dramatiques, nous recevons énormément de questions par notre site, par notre Facebook, et ça tourne toujours autour de deux questions en fait. Comment est-ce possible que des choses pareilles se produisent et comment les arrêter, comment empêcher que ça recommence? Un étudiant français d'origine marocaine, Amine, m'écrit « Pas d'excuses ou justification à la barbarie, mais prenons conscience que les monstres ne naissent pas, ils se fabriquent. Sur nos territoires, en France, en Belgique, ils se fabriquent dans le rejet, l'exclusion, l'humiliation, l'exploitation et l'abandon face au discours des extrémistes et fanatiques de tous bords. Ailleurs, dit-il, ils se fabriquent dans le carnage, la destruction, le désespoir et sous les bombes de sanguinaires de tous bords. » Et il conclut « L'humanité est une et est indivisible. Il n'y a aucune différence entre les pleurs d'une mère ayant perdu un fils dans le bombardement de l'hôpital de Kunduz par les forces de l'OTAN et ceux d'un père ayant perdu sa fille à un concert au cœur de Paris. Comme je l'ai dit, notre émotion à tous, notre sympathie pour les familles des victimes de partout, exige de vrais débats. Et je tiens à dire clairement, au-delà des faits, il nous faut les causes, et je tiens à dire, j'accuse M. Fabius, Hollande, Valls, d'être responsables de ce qui est arrivé à Paris, pour la raison bien simple que Fabius a déclaré « Al-Nosra », c'est-à-dire Al-Qaïda en Syrie, fait du bon boulot, reconnaissant l'alliance de fait de la France avec les terroristes en Syrie, et avant on avait eu le cas en Libye et dans d'autres pays. J'accuse les relations avec les régimes de l'Arabie Saoudite et du Qatar qui ont répandu cet endoctrinement, cette intoxication de quelque chose qui se prétend islamiste mais qui n'a rien à voir avec l'islam, qui est une falsification de l'islam. Et je ne suis pas le seul à accuser, puisque M. Alain Chouet, qui était responsable de la DGSC, donc la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, M. Alain Chouet a déclaré, je cite, « Au Moyen-Orient, au Sahel, en Somalie, au Nigeria, nous, la France, sommes alliés avec ceux qui sponsorisent depuis 30 ans le phénomène terroriste, alliés avec ceux qui sponsorisent le terrorisme. » Et il continue, « On s'épuise à s'attaquer aux exécutants, c'est-à-dire aux effets du wahhabisme, mais pas à ses causes, et on n'y arrivera pas à arrêter les attentats comme ça, dit-il, à moins de mettre un flic derrière chaque citoyen. » J'accuse l'alliance avec l'Arabie Saoudite et le Qatar. J'accuse l'alliance avec la Turquie, qui a laissé passer des milliers, des dizaines de milliers d'euro-djihadistes sur son sol pour aller commettre en Syrie les mêmes atrocités qu'on voit maintenant à Paris. J'accuse la Turquie d'aider à écouler les stocks de pétrole de Daesh et à financer ce mouvement terroriste. Et je ne suis pas le seul. Madame Ibaskova, qui est ambassadrice de l'Union européenne en Irak, a déclaré à la Commission des Affaires étrangères du Parlement européen, je cite, « Malheureusement, des États membres de l'Union européenne achètent ce pétrole. Je ne peux pas donner plus de détails. » J'accuse cette alliance avec la Turquie de faire le jeu du terrorisme. Et d'une façon générale, j'accuse les États-Unis d'avoir utilisé le terrorisme partout où cela les servait, partout où ils n'osaient pas engager eux-mêmes leurs troupes au sol. Ça a commencé avec l'opération Ben Laden en Afghanistan, ça s'est continué en Yougoslavie, Bosnie-Kosovo, dans le Caucase, et puis l'Irak, et puis la Libye, et puis la Syrie, et il y a encore une série d'autres pays. Les États-Unis, à certains moments, combattent le terrorisme, et à d'autres l'utilisent quand ça les arrange. Et bien entendu, on va me dire, oui, mais comment expliquez-vous que s'ils ont financé le terrorisme, maintenant, ces terroristes viennent frapper au cœur même de la France sur le sol européen? Il ne faut pas voir ça comme un complot où la CIA organise tout de A à Z et contrôle tout infailliblement. Oui, ils l'ont organisé, mais ce n'est pas un complot. C'est une alliance avec des forces qui existent et qui ont leur propre agenda. Et de même que Ben Laden a travaillé pour les États-Unis et puis s'est retourné contre les États-Unis, maintenant on a Al-Qaïda en Syrie et Daesh et tous ces mouvements terroristes qui ont travaillé pour les États-Unis, mais ils ont leur agenda à eux et maintenant ils se retournent parce que l'alliance ne tient plus. J'accuse d'une façon générale les États-Unis d'avoir montré l'exemple de la violence, d'avoir mené des guerres tout le temps depuis 25 ou 30 ans et d'avoir montré à tous les peuples
que les problèmes, on veut les résoudre par la violence. Je rappelle que la charte de l'ONU prévoit que tous les conflits doivent être négociés. On n'a pas le droit de faire la guerre. C'est strictement interdit par la charte de l'ONU depuis 1945. Et je rappelle qu'un général des États-Unis, Wesley Clark, avait révélé que pour l'administration des États-Unis, en 2001, ils avaient décidé de prendre, je cite, 7 pays, l'Afghanistan, l'Irak, l'Iran, la Somalie, le Soudan, la Libye et le Liban. Ils avaient déjà annoncé ça en 2001. Donc il y avait clairement un programme pour développer la guerre. J'accuse cette alliance avec Israël de empoisonner, de semer un climat de haine dans le Moyen-Orient et de montrer qu'on maintient le colonialisme par la violence et en fait le refus de négocier. Ça, c'est sur le plan des causes extérieures de ce terrorisme. Mais il y a aussi des causes intérieures en France, en Belgique, dans les pays européens qui font que des jeunes tombent dans le panneau de ce terrorisme et j'accuse le maintien de la discrimination raciste envers les immigrés, que ce soit à l'emploi, que ce soit dans la vie quotidienne. La discrimination, le délit de sale gueule, les contrôles, les humiliations policières, c'est ça évidemment qui provoque une rage et une colère qui, la plupart du temps, cherchent à s'exprimer d'une façon tout à fait positive et chez l'un ou l'autre qui pète les plombs à cause de toute cette indignation et de ce mépris, on se fait intoxiquer, mais par des gens qui par ailleurs sont nos amis, puisque c'est l'Arabie Saoudite qui intoxique les jeunes des quartiers populaires pour les utiliser comme chair à canon. Donc j'accuse cette discrimination raciste et j'accuse également le fait que certains empêchent l'école de jouer le rôle qu'elle doit jouer. Je voudrais rappeler que lorsqu'on a eu les attentats odieux contre Charlie, on a eu tout de suite après la ministre française de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem, qui a déclaré, je cite, « Il y a eu de trop nombreux questionnements de la part des élèves. Et nous avons tous entendu les « oui, je soutiens Charlie, mais les 2 poids 2 mesures, les « pourquoi défendre la liberté d'expression ici et pas là », fin des guillemets. » Et la ministre reprend, « Ces questions nous sont insupportables, surtout lorsqu'on les entend à l'école qui est chargée de transmettre des valeurs. » Mais ça, c'est pas l'école, ça, c'est la police. Une ministre de l'Éducation qui dit que les jeunes n'ont pas le droit de se poser des questions et d'en discuter avec leurs profs, mais c'est exactement comme ça qu'on pousse les jeunes dans les bras du terrorisme. J'étais samedi dernier dans une réunion des professeurs pour l'école démocratique ici à Bruxelles, des ateliers où les profs échangent sur la manière de mieux former leurs jeunes. Et tous me disaient combien c'était extrêmement difficile maintenant, combien on manque des éléments et souvent on est découragé de lancer de véritables débats et de développer de véritables connaissances sur tous ces problèmes parmi les jeunes. J'accuse l'amalgame qui est fait aujourd'hui entre les migrants, les réfugiés, les terroristes, les islamistes, etc. Ce n'est pas un problème de migrants. Ces gens-là ne quittent pas leur pays parce qu'ils veulent venir dans notre beau climat ou parce qu'ils ont des noires pensées. Ces gens-là quittent leur pays pour fuir la misère et la guerre que nous, gouvernements occidentaux, avons amenés dans leur pays. C'est nous qui avons détruit leur pays. Les migrants qui sont dangereux, ce n'est pas ceux qui essayent de traverser la Méditerranée pour sauver leur famille de la misère ou de la mort. Les migrants qui sont dangereux, ce sont des gens comme Sarko, comme BHL, qui se donnent le droit d'aller en Libye et de dire « vous devez faire ça, vous devez renverser ce gouvernement, vous devez donner le pétrole à la France, bien entendu ». Ça, c'est les migrants qui sont dangereux, ou bien Hollande, Valls, Fabius, qui vont en Syrie comme si c'était chez eux et qui décident tout ce que doit faire la Syrie. Ça, ce sont les migrants qui sont dangereux à mon avis. Et j'accuse enfin le fait que des gens essayent d'utiliser ces événements tragiques pour répandre la haine des musulmans, pour répandre l'islamophobie. Ça, c'est une chose sur laquelle j'avais déjà mis en garde et qu'on a encore vu récemment. On n'a à la télévision pratiquement pas eu de débat où on pouvait vraiment discuter sur le fond des choses. Et au lieu de ça, on a eu parfois des appels à la haine, mais absolument ahurissants. Sur la télévision belge dimanche dernier, on a eu un certain Moniquet, il l'a dit lui-même d'ailleurs, c'est quelqu'un qui a travaillé pour les services secrets français et israéliens, c'est quelqu'un d'extrême droite, et il nous a dit... Terrifiant du monde arabe.
Il n'y a pas de démocratie dans le monde arabe, il n'y a pas une université valable dans le monde arabe, il y a peu de création artistique dans le monde arabe, il n'y a pas de création scientifique dans le monde arabe. Alors je sais, on va me dire au 7e siècle, oui, on est au 21e siècle. Ça, c'est complètement faussé le problème. Ce n'est pas un problème d'arabe ou musulman ou chrétien. Bush se réclamait du christianisme, il a fait les erreurs qu'on a vues en Irak et ailleurs. On ne va pas jeter tous les chrétiens en enfer, si j'ose dire, parce que Bush a fait ça. C'est la même chose. Ce qui se passe là n'a rien à voir avec la religion en islam. Et je voudrais faire remarquer deux choses. Chaque fois qu'il y a eu, dans le monde arabe ou musulman, des dirigeants qui étaient des démocrates, ou qui n'étaient pas des démocrates, mais qui en tout cas étaient des laïcs et voulaient moderniser leur pays. Qu'est-ce que l'Occident a fait? Il les a assassinés, il les a renversés. On a fait ça en Égypte, on a fait ça en Iran, on a fait ça en Libye, on a fait ça en Syrie. Donc, il y a quand même une hypocrisie fondamentale. Vous vous plaignez que le monde arabe et musulman n'est pas démocratique, mais chaque fois qu'il y a un démocrate, vous le renversez pour que les multinationales puissent contrôler le pétrole et voler les peuples locaux, ce qui évidemment est très démocratique. Donc, on est dans l'hypocrisie. Et alors on en profite pour répandre un discours de panique et de peur vis-à-vis des musulmans qui sont dangereux. Et évidemment, comme ça, on ne va faire que jeter de l'huile sur le feu. La question qui nous préoccupe tous, c'est comment on va empêcher la répétition de tels attentats. Et là, on nous dit que nos gouvernements nous protègent. Qui est lui? Un jour, une question. C'est quoi le terrorisme ? Il est difficile de lutter contre le terrorisme, car ses partisans se cachent et disposent de moyens sophistiqués pour agir. Mais la plupart des pays font tout pour protéger leurs citoyens. La France dispose par exemple du plan Vigipirate. Un ensemble de mesures basées sur la vigilance qui ont déjà permis de déjouer plusieurs attentats. En réalité, nos gouvernements ne nous protègent pas. Je pense que c'est eux qui ont créé le risque de ces attentats à Paris et ailleurs, et je ne suis pas le seul à le dire. Alain Chouet, dont j'ai parlé, donc un ex-dirigeant de la Direction générale de la sécurité extérieure, a dénoncé l'attitude de la France sur la question de la prévention du terrorisme. Je cite: « Les services de sécurité syriens ont épargné à la France à plusieurs reprises de terribles catastrophes que des terroristes d'origine arabe s'apprêtaient à provoquer. Seuls les renseignements fournis par les services syriens nous ont permis de les déjouer et de sauver des vies innocentes. » Et il donne un exemple. « Nous avons obtenu, grâce à la coopération avec la Syrie, de précieux renseignements qui nous ont conduits à déjouer en 2008 un plan terroriste qui aurait fait des milliers de morts dans le métro de Paris. Grâce au colonel Maklouf, on a pu démanteler, intercepter un groupe des plus dangereux terroristes d'Al-Qaïda. » Et alors, il s'étonne de la politique française et il dit « Comment peut-on mettre sur la liste des sanctions françaises et européennes cet officier Maklouf qui a été blessé lors d'une opération contre des terroristes qui attaquaient les ambassades françaises et américaines à Damas. Imaginez que quelqu'un sauve nos enfants d'une mort certaine et au lieu de l'en remercier, notre diplomatie le traite de terroriste et le met comme un criminel sur une liste de sanctions. Et en plus, dit-il, nous les remercions en finançant, nous, des attentats terroristes sur leur territoire. Est-ce une politique raisonnable? Ça, c'est un avis des responsables officiels de la sécurité en France. Sur base de ça, et je tiens à lancer un appel pour justement qu'on puisse se mobiliser pour empêcher la répétition de tels actes. Je crois que pour empêcher cet engrenage de guerre, de terrorisme, d'attentats, il faut absolument dire stop aux guerres et aux ingérences. Je l'ai dit, la guerre, elle est illégale. Elle n'est pas une façon de résoudre les conflits internationaux. Et si on veut faire quand même la guerre, il faut être clair, c'est parce qu'on poursuit d'autres intérêts, le business, le pétrole, le gaz, il faut faire main basse. Et donc on ne veut pas une solution, on veut écarter les gens qui ne sont pas d'accord qu'on vole leur pétrole. Deuxièmement, il est très important de dire stop au colonialisme d'Israël. Nous savons tous que les jeunes ici ont la rage parce qu'ils voient qu'on soutient le terrorisme et le colonialisme d'Israël, qu'on peut massacrer les Palestiniens, qu'on peut envoyer des gens dans les hôpitaux, tuer des gens, qu'on peut massacrer des enfants dans la rue, et que tout ça, non seulement il n'y a pas de sanctions, mais en plus on les encourage en armant Israël pour faire ces choses-là. Il est important d'arrêter le colonialisme d'Israël.
il est important d'arrêter le rôle épouvantable joué par l'Arabie saoudite et le Qatar. Il faut arrêter nos relations avec ces pays tant qu'on ne met pas fin à ce financement du terrorisme, à cet endoctrinement, et tant qu'on ne laisse pas ces populations évoluer vers la démocratie. Il faut également mettre fin à l'ingérence de la Turquie qui aide Daesh en lui permettant d'exporter son pétrole et en fournissant tous ses combattants qui passent par là. Et je crois qu'il faut, pour tout ceci, développer absolument un débat dans les écoles. C'est extrêmement important que dans les écoles, on puisse parler de tout ceci. Et également, il faut de vrais débats dans les médias. Jusqu'à présent, il n'y en a pas eu. Les gens qui disent ce genre de choses sont exclus et censurés des médias. Il faut que tout le monde le sache. Or, nous, les gens qui font des recherches comme moi, ça fait 4 années qu'on dit ce qui va arriver. Ça fait 4 années qu'on dénonce le caractère criminel de ces guerres. Il y a 4 ans, par exemple, j'ai écrit un livre dans lequel je disais « La guerre de Sarkozy contre la Libye, c'est une guerre pour le pétrole, une guerre pour le fric ». Et dans les grandes rédactions des journaux télévisés et des grands médias, on a dit « Allez, encore un complotiste ». Et maintenant, Hillary Clinton, dans ses mémoires, dit « Oui, Sarkozy, ce qu'il voulait, c'était le pétrole libyen, c'était une guerre du fric ». Donc, combien de fois est-ce qu'on va attendre que ce soit confirmé? Et du point de vue des médias, si on avait parlé aussi, et comme il faut, des morts en Libye, des morts en Irak, des morts en Syrie, victimes des mêmes actes terroristes, et si on avait dit quelles étaient les causes, eh bien peut-être que ça aurait empêché des attentats comme ceux de Paris. Mon appel, il est le suivant. On est maintenant à la croisée des chemins. Ou bien on va vers plus de répression, plus d'espionnage. Bien sûr, il faut prendre des mesures contre le terrorisme, mais espionner et restreindre les libertés de tous les citoyens n'est absolument pas une solution. Je pense qu'il faut, face au terrorisme, pas moins de liberté, mais plus de liberté. Et ça passe par la liberté de débattre, ça passe par la liberté de s'informer. Et dans ce sens-là, j'ai vu une chose encourageante dans un des débats du week-end à la télé française. C'est l'actrice française Catherine Fro qui avait déclaré... Et je me suis rendu compte que je ne comprenais rien et que je pense que je ne suis pas la seule à ne rien comprendre à cette histoire, au passé de cette histoire et au présent dans lequel on est maintenant. Et je me suis dit que j'avais envie de me cultiver en fait. Je me disais qu'aujourd'hui, les jeunes gens, ils avaient intérêt à se cultiver, à comprendre le sens de l'histoire. Je crois que ça, c'est un appel fondamental. Pour comprendre la situation, pour pouvoir peser sur les décisions, nous devons nous cultiver, nous former pour comprendre l'histoire, pour comprendre les intérêts économiques et stratégiques qui sont dans tous ces conflits, et pour comprendre les principes de la propagande de guerre, c'est-à-dire la façon dont on manipule. Et Investigation, une partie de notre travail, à côté de la newsletter, du site et de la chaîne vidéo qui est en formation, c'est de faire des livres là-dessus justement pour que chacun puisse se former et être capable d'en débattre autour de soi et de dépasser les médias mensonges qu'on entend. Par exemple, la stratégie du chaos avec Mohamed Hassan, tout un chapitre sur l'Arabie saoudite. Qu'est-ce que c'est que ce wahhabisme? Quel est le rôle qu'ils ont joué? Et quelle est la place de l'Arabie saoudite en alliance avec Israël et aux mains des États-Unis? Ou alors Syriana de Bahar Kimungur qui expliquait 4 ans déjà que ce sont effectivement des terroristes qui ont été utilisés et que les manifestations démocratiques de départ et les manifestations sociales par rapport à la politique du gouvernement syrien qui était légitime ont tout de suite été utilisées et transformées, dévoyées vers une violence terroriste parce que ce qu'on voulait, ce n'était pas la démocratie en Syrie, mais prendre le contrôle de la Syrie. Dans Libye, OTAN et médias mensonges, j'avais un manuel de contre-propagande, j'avais analysé les véritables raisons de la guerre contre la Syrie et expliqué que, contre la Libye, excusez-moi, et expliqué que les Libyens n'étaient pas du tout libérés, mais allaient plonger en enfer comme en Irak. Et malheureusement, c'est ce qui s'est produit. Dans Jihad Made in USA, Grégoire Lalieu, aussi avec Mohamed Hassan, explique ce qui s'est passé vraiment en Syrie et en Égypte, explique aussi qu'il n'y a pas un islamisme, un concept vague et fourre-tout, qu'en réalité, il y a plusieurs courants très contradictoires. Vous avez des islamistes qui sont aux mains des États-Unis, vous en avez qui les combattent, donc il faut analyser ça de façon beaucoup plus fine et précise. Tout récemment, la Arabesque enquête sur le rôle des États-Unis dans les révoltes arabes d'Ahmed Ben Sada
C'est une très très intéressante analyse pour voir comment les États-Unis ont contrôlé et manipulé les cyberactivistes et les mouvements de protestation en Égypte et en Tunisie pour faire en sorte qu'on change les marionnettes, mais que rien ne change et que leurs intérêts économiques soient préservés. Et donc, dans « Je suis ou je ne suis pas Charlie », j'avais étudié le phénomène de l'islamophobie, les problèmes de l'immigration et décrit la complicité permanente depuis 30 ans entre les États-Unis et le terrorisme, l'utilisation en fait du terrorisme par les États-Unis. Et je voudrais dire que mes sources dans ce livre sont uniquement des sources qui proviennent des États-Unis, bien entendu. Pour conclure mon appel, nous sommes à la croisée des chemins. Le monde est en train de changer très vite, très brutalement. Ça peut tourner dans le sens de encore plus de danger, encore plus de guerre, et c'est ce que certains voudraient en utilisant les attentats de Paris comme prétexte pour aller envahir la Syrie et recoloniser l'ensemble du Moyen-Orient. Et après, on s'attaquera au Hezbollah, au Hamas, à la résistance palestinienne, à tout le monde en fait qui ne se met pas à genoux. Ça peut aller dans ce sens-là, plus de guerre et donc plus d'attentats et plus de terrorisme, ou ça peut aller dans le sens de, au contraire, on commence à prendre conscience que ça ne peut pas continuer, qu'on doit échapper à cette spirale et à cet engrenage, qu'on doit rétablir la fraternité et le dialogue, quelle que soit la religion, quelles que soient les origines, quelles que soient les cultures, qu'on doit essayer de se comprendre et qu'on doit essayer ensemble de comprendre comment on peut mettre fin à la guerre, mettre fin aux attentats, comment on peut aller vers une période qui sera marquée par la paix, par la justice, par le progrès. Et ça, pour moi, la lutte pour la paix, ça passe par la lutte pour une information correcte. Je vous remercie.